Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des conditions limites de notre système. Alors, bien avant, dans la vidéo précédente, nous avons calculé la matrice de rigidité globale de notre système. Ici, nous allons parler des conditions limites qui va nous permettre de simplifier cette matrice de rigidité, pouvoir déterminer les déplacements et les réactions, aussi bien les efforts normaux de notre système. Ici, en ce qui concerne les déplacements au nœud, c'est-à-dire au nœud 1, 2 et 3, ici on peut remarquer que au nœud 1 par exemple ici, ou au point 1 si vous voulez, nous avons un système de rotule qu'on peut comparer à une articulation. Du coup, ça veut dire quoi? Le 1 ne peut pas se déplacer. Sur quoi ici nous avons mis U1 est égal à 0, V1 est égal à 0. Ici, U1 et V1 sont en majuscule. Du coup, ici, je parle des déplacements, globaux, c'est-à-dire par rapport au repère global. Du coup, ici, au point 1, nous avons U1 et V1 qui sont nuls, parce que si le point 1, malgré la force que nous allons appliquer au nœud 2, ce point ne pourra pas se déplacer. En ce qui concerne le nœud 2, on peut remarquer que nous avons une force inclinée de l'angle alpha. Si nous appliquons une force F ici, on peut sans doute voir que ce nœud va se déplacer. Du coup, on peut écrire que U2 ne peut pas être nul, V3 aussi ne peut pas être nul. C'est pourquoi ici on a mis U2 différent de 0 et V3 est différent de 0. Donc ça veut dire que ce nœud va évidemment se déplacer. Alors en ce qui concerne le déplacement du nœud 3, c'est la même chose que le nœud 1, vu que on peut comparer ce type de liaison, sorte de rotule, qui est lié au sol. Du coup, la liaison articulation, du coup c'est la même chose. Malgré la force que nous allons appliquer au nœud 2, on peut remarquer que U3 et V3 sont nuls. Du coup ici, en conclusion, les déplacements au nœud 1 et 3, quelle que soit la direction, sont nuls. Et les déplacements au nœud 2 sont différents de 0. Alors en ce qui concerne les réactions au nœud, ici, vu que le nœud 1 ne peut pas se déplacer, alors vu que le nœud 1 ne peut pas se déplacer, alors ça veut dire qu'il y a une force ou une réaction qui maintient statiquement ce nœud. Du coup ici on va dire que x1 et y1 ne sont pas nuls. Du coup il existe une force ici que l'on va déterminer qui maintient le nœud 1 de manière statique. De même ici, en ce qui concerne le nœud 3, vu que, quelle que soit la force que nous allons appliquer au nœud 2, ce nœud, les déplacements ici sont nuls, c'est-à-dire qu'il y a une force ou une réaction qui maintient ce nœud de manière statique. Du coup ici on peut dire que x3 et y3 ne sont pas nuls. Alors vu qu'au nœud 2, nous avons une force, nous connaissons les réactions au nœud 2, alors si nous faisons une projection de f par rapport au repère global, on aboutit à x2. Donc x2 va être égal à f cosinus alpha et y2 va être égal à moins f sinus alpha. Alors, nous venons de voir les conditions limites. Maintenant, nous allons déterminer les déplacements au nœud 2. Vu que dans la diapo précédente, nous avons conclu qu'au nœud 1 et au nœud 3, les déplacements sont nuls. Du coup, il nous reste les déplacements au nœud 2 que nous allons déterminer. Et ces déplacements ici sont dus à la force F. Du coup ici, nous allons utiliser cette formule. Je vous ai présenté cette formule
dans une vidéo précédente. Ici, Kg, qui représente la matrice de rigidité que nous avons calculé dans les vidéos précédentes aussi. Ici, Q, vu que c'est un Q majuscule, ici représente les déplacements globaux, c'est-à-dire par rapport au déplacement par rapport au paire global x et y ici. Donc ici, nous avons notre matrice de rigidité. Ici, nous avons les déplacements globaux. Et F ici, nous avons les réactions ou les forces qui sont liées à chaque nœud. Le nœud 1 ici, nous avons x1, y1. Et pour le nœud 2, nous avons x2, y2. Et pour le nœud 3, nous avons x3 et y3. Alors ici, nous pouvons rapidement simplifier. Alors par rapport aux conditions, aux limites, nous avons déduit que U1 et V1, U3 et V3 sont nuls. Du coup ici, vu qu'ici, chaque colonne ici, chaque colonne correspond à un déplacement par rapport au repère global. Ici, la première colonne ici représente U1, la deuxième V1, ici U2, ici V2, ici U3, ici V3. Du coup, alors pour calculer les déplacements au nœud 2, on peut développer, mais ça va être très long. Du coup ici, vous pouvez développer la matrice, on multiplie, après on peut simplifier. Ici, on va directement simplifier la matrice, mais c'est la même méthode. Hein. Ici, vous pouvez développer, mais ici, on va directement simplifier. Ici, je vais, par exemple, ici, éliminer les deux premières colonnes. Pourquoi j'ai éliminé les deux premières colonnes? Parce que U1 et V1 sont nuls. Du coup, j'élimine les deux premières colonnes. Même ici, j'élimine les deux dernières colonnes ici. Pourquoi? Parce que U3 et V3 sont nuls. Donc, j'élimine ici. Je fais la même chose avec les lignes aussi. Vu que U1 et V1 sont nuls, je peux éliminer les deux premières lignes. Je fais la même chose ici. Vu que U3 et V3 sont nuls, U3 et V3 sont nuls aussi, je peux éliminer les deux dernières lignes ici. Du coup, il va me rester juste cette matrice 1, 0, 0 et 1. Du coup, j'élimine U1 et V1 vu qu'ils sont nuls. U3 et V3 vu qu'ils sont nuls aussi. Même ici, en ce qui concerne les réactions, je vais supprimer les réactions liées au nœud dont les déplacements sont nuls. Du coup ici, je peux éliminer x1 et y1, je peux éliminer aussi x3 et y3. Du coup, cette méthode permet, dans un premier temps, de déterminer le déplacement au nœud 2 seulement. Du coup, une fois la simplification, une fois qu'on a effectué cette simplification, on peut réécrire notre nouvelle matrice de rigidité simplifiée. Du coup, on a ES sur L. Après simplification, il nous reste 1, 0, 0, 1 de la matrice de rigidité globale. Du coup, il nous reste U2 et V2, vu que nous avons éliminé le nœud 1 et le nœud 3. Et ici, une fois nous reste X2 et Y2, vu que nous avons éliminé les réactions liées au nœud dont les déplacements sont nuls, c'est-à-dire au nœud 1 et au nœud 3, c'est pour ici il nous reste x2 et y2. Sachant que x2 est égal à f cosinus alpha et y2 est égal à moins f sinus alpha. Du coup, notre calcul devient très simple. Ici, c'est très simple. Il nous reste quoi? On développe, on a ça, on développe, ça fait ES U2 qui est égal ici à f cosinus alpha. On fait la même chose ici, ça fait ES sur L du bas V2 qui est à moins sinus alpha. Du coup, cette simplification nous permet de déduire U2 et V2. Du coup ici, en ce qui concerne U2, nous avons FL cosinus alpha sur ES. Et ici, V2, nous avons moins FL sinus alpha sur ES. Du coup ici, nous venons de déterminer nos déplacements